m'appelle Dr Assaïn, je suis médecin généraliste avec une orientation en médecine du sport et en nutrition, domaine que j'affectionne tout particulièrement parce que après avoir exercé pas mal d'années dans le SAMU, aux urgences et tout, je me suis rendu compte que finalement l'obésité était source de pas mal de maladies relativement importantes et qui nécessitent une prise en charge lourde, aussi bien techniquement que financièrement. Quels sont pour vous les premiers signes d'anorexie? Les signes d'anorexie. Alors déjà, il faut définir l'anorexie. L'anorexie, c'est une perte d'appétit alimentaire, souvent qui survient chez des personnes qui présenteraient des troubles psychiatriques. Alors les premiers signes, ça peut être tout et rien. C'est très vague comme... alors ça peut être de la dépression, ça peut être de l'anxiété, ça peut être beaucoup de choses. Quelles sont les conséquences de l'anorexie sur l'organisme? Elles peuvent être graves. Alors tout dépend du stade et de la durée de l'anorexie. Parce que une anorexie, c'est-à-dire une privation de l'organisme de pas mal d'éléments nutritifs et vitaminiques. Donc le corps est privé de pas mal de substrats nutritifs. Et du coup, donc, l'organisme se trouve affaibli. Donc les conséquences sont nombreuses et diverses. Ça peut être pour les filles par exemple de l'aménorrhée, c'est-à-dire un arrêt complet des règles. Donc c'est un trouble hormonal, il peut y avoir pas mal de conséquences, de troubles hormonaux, etc. La population adolescente est-elle plus touchée que les adultes? Alors j'ai pas de statistiques et j'ai pas de chiffres à fournir, mais je pense que c'est probablement vrai. Parce que l'adolescence est une période quand même transitoire entre l'enfance et le stade adulte. Donc il y a quand même pas mal d'interrogations, etc. Et donc il est vrai que les adolescents sont quand même plus exposés à ce type de pathologie. Une personne anorexique peut-elle influencer son entourage? Devenir anorexique comme eux? C'est une question pour laquelle je n'ai pas forcément de réponse parce que un anorexique, c'est quand même une personne qui maigre, qui n'attire pas tout à fait. Donc les gens qui regardent, ils ont quand même peur. C'est plutôt, je dirais, l'inverse, quoi. Donc, mais j'ai pas de chiffres et j'ai pas de statistiques officielles à vous donner, quoi. Maintenant, j'ai entendu parler d'obésité. Quels sont les symptômes de l'obésité? Alors, on ne peut pas parler de symptômes parce que l'obésité est un concept, c'est pas une maladie au départ. L'obésité, il y a eu pas mal de scientifiques qui chacun a essayé de donner une définition. La meilleure définition reste ce qu'on appelle l'index de masse corporelle, l'IMC, ou en anglais le BMI, Body Mass Index, qui caractérise justement le degré d'obésité. Alors on a d'abord c'est un indice qui permet de situer la surcharge pondérale. Donc entre 18 et 25 c'est un poids normal, de 25 à 30 c'est une surcharge pondérale, de 30 à 35 c'est une obésité de stade 1, et puis au-delà de 35 c'est une obésité morbide. Voilà. Quelles sont les conséquences de l'obésité sur l'organisme? Énorme. Et c'est ce que je disais en préambule de notre entretien là. L'obésité est un facteur de risque qui prédispose à pas mal de maladies cardiovasculaires et métaboliques. Les plus connues sont bien sûr le diabète et bien entendu toutes les maladies cardiovasculaires, l'infarctus du myocarde, les AVC, etc. Mais il y en a certainement d'autres pathologies aussi qui sont importantes, telles que les cancers, telles que les douleurs articulaires, donc les arthroses, etc. etc. Il y a pas mal de pathologies qui sont induites par l'obésité. L'obésité peut-elle changer les modes de vie? Bien sûr, parce que quand on est obèse, malheureusement, on se sent différent, parce qu'il y a l'image de soi par rapport aux autres. Et donc, le fait de prendre du poids peut exclure la personne socialement. Donc,
elle va pas se voir parce qu'elle s'aime pas, donc elle va se retirer sans, sans, sans qu'on le lui dise directement, quoi. Elle se sent un petit peu coupable. Hein. Et donc, effectivement, il y a pas mal de conséquences, hein, sociales, mais aussi esthétiques, mais aussi professionnelles, aussi culturelles, etc. Comment peut-on guérir de l'anorexie et de l'obésité? Qui est quand même une petite expérience en nutrition, il n'y a pas forcément de méthode miraculeuse. Mais je dirais que c'est un travail d'équipe. C'est un travail où il faut que le médecin généraliste, le médecin traitant, le nutritionniste ou l'endocrino, la diététicienne, le médecin du sport, tout ça, coordonne le dossier du patient, la psychologue ou le psychologue évidemment, pour apporter une solution. Parce qu'il n'existe pas une solution, mais il existe des solutions. Et ces solutions, la plupart du temps, reposent sur 3 bases. Bien sûr, la diététique, c'est-à-dire tout ce qui concerne le trouble alimentaire, donc rééquilibrer des menus, etc. Après, le deuxième volet, c'est tout ce qui est thérapie cognitive comportementale. Alors, c'est tout ce qui est aspect psychologique, c'est-à-dire on ne devient pas obèse en un jour ou en deux. C'est des habitudes, c'est les mauvaises habitudes qui font qu'on devient obèse. Donc, il faut aller au fin fond du cerveau pour essayer de comprendre pourquoi les habitudes ont changé et qu'est-ce qu'il faut faire pour les changer. Donc il faut toucher aux pensées, à la pensée, aux émotions, au comportement, etc. Après, évidemment, et c'est pas un des moindres, le troisième volet qui est le volet sportif, qui lui permet de brûler donc les calories, les graisses et les sucres, etc. Mais qui permet surtout de faire du muscle et donc de stabiliser le poids. Parce que plus on a de muscle et plus on perd de l'énergie, plus on dépense de l'énergie. Et donc ça permet quand même une bonne stabilisation du poids. L'anorexie ou l'obésité sont-elles liées au cerveau? Ben, c'est ce que je disais quelque part. Donc l'obésité, elle est multifactorielle. Elle peut être génétique, elle peut être due à une mauvaise habitude sociale ou professionnelle, elle peut être due à une sédentarité, quelqu'un qui fait du sport et puis qui s'arrête. Donc il y a plusieurs causes d'obésité. Il n'y a pas une cause, quoi. Il y a plusieurs causes. Donc le cerveau, enfin je ne sais pas que j'y crois pas, mais il y participe en tout cas. Mais de l'incriminer comme ça directement, d'une façon directe, oui, de par les mauvaises habitudes. D'accord? D'où l'intérêt de mettre en route une psychothérapie efficace à ce sujet-là. En cas d'anorexie ou d'obésité, où peut-on trouver de l'aide ou à qui s'adresser? Alors évidemment, moi je vous conseille de vous adresser à des professionnels de santé. Je commencerai évidemment par les médecins parce que un médecin quand même a fait des études de médecine. Après, il est inscrit quand même au Conseil de l'ordre, donc il y a quand même un contrôle. Il est soumis au secret professionnel. Il ne va pas vous orienter sur une technique ou sur un suivi médical comme ça. C'est sur des recommandations officielles, sur des consensus, etc. Après, évidemment, il n'y a pas que les médecins, comme je disais, il y a aussi les psychologues, il y a aussi les diététiciennes, bien entendu. Donc les professionnels, mais l'idéal c'est d'essayer de trouver une plateforme qui regrouperait tous ces spécialistes pour que le patient ne soit pas livré à lui-même. Alors à Toulouse, et d'ailleurs même en France, nous avons la chance d'avoir un réseau de lutte contre la sédentarité, l'obésité pédiatrique. Et ce réseau, justement, propose aux patientes et aux patients un plateau technique qui est composé à la fois de médecins, de psychologues, de diététiciennes, etc. Donc c'est bien. Et puis ils organisent des ateliers, c'est très efficace. Sachant que quand même l'obésité reste un fléau très important et qu'il va falloir le prendre au sérieux assez rapidement. Et que c'est bien que vous êtes venu me voir et faites cette démarche par rapport à ça, parce que c'est la responsabilité de tout le monde, des enseignants, des médecins, de l'adolescent, de la famille, etc. C'est un problème de santé publique. Malheureusement en France, on n'a pas encore tout à fait le niveau pour
enfin le niveau, c'est pas le niveau, peut-être la conscience de lutter contre ce fléau, parce que justement on n'encourage pas tellement la prévention, on est plutôt dans un système curatif, c'est-à-dire on attend d'être malade pour après aller essayer de voir ce qu'on peut faire, etc.